Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Première saison. La littérature en temps de crise. Marc Sonérico. Bonjour à toutes et à tous. Pour le dernier épisode de notre série Littérature en temps de crise, nous vous invitons à écouter la deuxième partie de notre entretien avec Dielamesson Petit Frère. Notre invité est poète, critique littéraire, directeur de publication chez Lègue Éditions et doctorant en dernière année de thèse à l'Université Paris-Est Créteil sous la direction de la professeure Yolène Parizeau. Terre des érudits est une initiative de l'Institut français en Haïti. Comment Dany Laferrière, Lionel Trouillot ou Yannick Laens ont-ils abordé les crises dans ces œuvres? Là, en fait, vous parlez de Yannick Laens. Il y a un roman de Yannick Laens qui porte sur la crise, j'ai envie de dire, post-sismique. Je l'ai signalé tout à l'heure. C'est Guillaume, le roman Guillaume et Nathalie qui peut se lire à la fois comme un roman sur l'amour, c'est pas un roman érotique, mais en même temps un roman qui porte sur la situation qui a prévalu dans le pays après le séisme, puisqu'il est question de reconstruction, comme il en est aussi dans le roman de Les Jardins d'Eiffel, mais ici où il est question de reconstruction. Cette question n'est pas étrangère à Yannick Laens. Elle a aussi dans La couleur de l'aube, par exemple, et traiter de questions politiques aussi. C'est quasiment dans tous ces romans. Bain de lune, où elle revient et sur non seulement la vie paysanne, mais aussi sur les troubles politiques qu'il y a eu pendant la dictature des Duvalier. Et alors que dans La couleur de l'aube, c'est un passé politique récent. C'est plutôt sur la période d'Aristide. Vous voyez? Et dans son premier roman, dans la maison du père, elle fait un clin d'œil à l'occupation américaine, puisque le roman se déroule durant aussi durant cette période. Vous voyez? Et bon, Dany Laferrière, quant à lui, c'est un des romanciers qui a écrit en exil, puisque on sait il a laissé le pays dans les années 70, vous voyez, 76, si ma mémoire est bonne, à la suite de la mort de son ami Gassner Raymond, qui travaille au Petit Samedi Soir, 74 ou 76, je sais plus. Et parce que là, je pense à son roman Chronique de la dérive douce, dans lequel il décrit son départ pour l'exil à Montréal et les conditions dans lesquelles a lieu ce départ et également les conditions dans lesquelles il, euh, il a vécu les premières années à Montréal. Donc, chez Dany, c'est plutôt euh, la question de la crise migratoire, on peut dire, et aussi les crises politiques qui apparaissent dans la plupart de ces romans. Lionel Trouillot,
c'est un auteur qui a surtout abordé dans ses œuvres la problématique du collectif. La question du collectif revient souvent. Ce qui veut dire que les problèmes politiques, les problèmes sociaux sont largement traités. Là, je pense à un roman comme Bicentenaire et qui met en scène un étudiant, euh, Lucien, qui s'appelle, euh, qui, euh, qui, euh, qui un matin, qui tous les matins et laisse sa maison pour aller participer à la manifestation organisée et par l'opposition qui demande le départ du président. Vous voyez, donc Bicentenaire, c'est un roman qui revient sur une tranche de l'histoire contemporaine d'Haïti. C'est la période qui a précédé le départ de Jean-Bertrand Aristide du pouvoir en 2004. Vous voyez? Donc, ça, c'est c'est en quelque sorte la crise politique. C'est une des façons de Lionel Trouillot d'aborder la question de la crise politique. Il y a pas que ça. Il y a en fait, pas son dernier, son roman, je l'ai là sous les yeux, qui s'intitule Ne m'appelle pas capitaine. Ne m'appelle pas capitaine, qui croise le regard de deux personnages issus de deux classes sociales différentes. Aude, qui est une mulâtresse et petite bourgeoise, et capitaine de son vrai nom, Francis, qui s'appelle à la page 84 du roman, je crois, et le nom du personnage est révélé. Il s'appelle il s'appelle Francis Morin. Donc c'est un personnage qui a vécu avec une sorte de regret, vous voyez, qui habite le monde d'Édé et un peu dans une sorte de solitude, mais qui reçoit autour de lui des jeunes du quartier. Et il y a cette Aude-là, cette mulâtresse qui débarque un matin parce qu'elle faisait des études de journalisme par correspondance et devait rédiger un article. Elle a choisi de se concentrer sur le quartier du Monde Dédé. Elle y est allée et a rencontré Capitaine qui lui parle de ses origines, qui va et porter à avoir un autre regard sur euh, les gens qui ne font pas partie de sa classe sociale. Donc, c'est un roman qui aborde la question euh, et des préjugés, donc la crise sociale, la crise de l'amitié, si vous voulez, hein, dans le pays, la façon dont les gens des différentes classes sociales euh, se mettent à tisser des liens entre eux. Vous voyez, on a souvent parlé de pays en haut, pays, mon en haut, mon en bas, pays en dehors, le pays et la capitale. Donc, ce roman aborde ces questions, tout comme il en est aussi dans La Belle Amour humaine également, qui met des personnages de classes sociales différentes, ou encore Yann pour Charlie, par exemple, où l'on voit Mathurin Saint-Fort qui vient de la campagne, arrive en ville, qui devient avocat et du coup qui se met à renier ses origines, vous voyez, donc pour se faire passer autre que ce qu'il est, juste pour essayer de gagner sa vie, se faire une réputation.
Vous voyez? Donc, des romans qui abordent la question de la crise de l'identité, des problèmes sociaux, si vous voulez, la question de la couleur et du corps noir et ce sont des questions et qui sont entre autres abordées essentiellement par Lionel Trouillot et également par Yannick Lyons. Les occasions de rencontre n'arrivaient pas très vite au goût de Tertullien Mésidor et Dolmen, mais assez pour qu'ils se revoient 3 fois de suite au marché de Tipistache, une fois sur le chemin vers Baudelais, et qu'elle en fasse une ritournelle qui l'obsédait. Et à chaque fois, des pensées insidieuses comme autant de grains de sable s'incrustaient en Olmen. Tertullien se mit à désirer Olmen, non point comme un fruit défendu, il régnait en maître et seigneur des vies et des biens à des kilomètres à la ronde, mais comme un voyou désire l'innocence d'une pucelle. Elle n'avait pas d'avis, si ce n'est qu'il était venu le temps pour elle d'être une femme, et que cet événement et ce savoir lui viendrait de Tertullien Mésidor, un homme puissant. Alors, la 4e fois qu'ils se rencontrèrent, contrairement à ses habitudes, Tertullien se montra plus volubile et raconta des histoires en faisant de grands gestes arrondis de ses mains. Il était surpris par ces mots sortant d'une bouche comme la sienne, lui qui avait mordu, craché des jurons et prononcé des sentences de mort. Olmen vit en Tertullien un magicien. Elle se dit que la maîtresse, la reine Erzulifrida, avait mis sur son chemin un homme qui lui constituerait une case solide et lui donnerait de quoi nourrir ses enfants. Elle n'avait que sa jeunesse à offrir à un homme qui vivait sous le même toit que son épouse et qui avait déjà essaimé sa giclée dans tant de fleurs de femmes. Olmen n'était pas dupe, mais Tertullien n'en était à ses yeux que plus puissant. Malgré son impatience, Tertullien attendit le jour où Olmen fut envoyé seul au marché. Hermantia était clouée au lit par une forte fièvre. Il la suivit dans les chemins de Allier et de Bayaronde qui menaient vers les collines. Il laissa loin son cheval et lui prit la main. Elle le suivit et au mi-temps de la clairière, Tertullien mentionna des chaussures, 3 robes, une case, un lit à baldaquin, un lopin de terre et une vache. Elle s'arrêta brusquement. Sur son visage, on ne pouvait lire ni désir ni haine, rien. Même ses yeux, qu'elle tint un moment baissés, n'exprimaient ni soumission ni crainte. Elle fit craquer sous ses dents la gingembrette que jusque-là elle avait tournée et retournée sur sa langue. Avançant légèrement la jambe droite, elle traça sur l'herbe un demi-cercle de son pied nu. Le désir faisant briller les yeux de Tertullien. Il s'était déjà mis en tête de la posséder. Si elle résiste, je la prends de force, je la viole. Mais Olmen avait aussi compris qu'elle pouvait gagner à ce change-là et joua un jeu convenu. Alors, quand il feignit d'insister, elle feignit l'innocence et releva les yeux pour dire à Tertullien: « Tu peux avoir ce que tu veux. » Le feuillage d'un vieil acajou leur fit de l'ombre et malgré la forte chaleur, Tertullien ressentit comme la caresse d'une brise. Olmen garda un moment les yeux posés sur lui, comme pour mesurer ce qui allait advenir qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait fait que deviner au chuchotement des femmes ou à leur rire quand elles se retrouvaient seules au marché. Tertullien voulut sentir
caprice ultime d'homme, une opposition, fût-elle légère, pour avoir la sensation de la prendre de force. À deviner le corps sous la robe grossière, retenu à la taille par un gris mouchoir torsadé, il la mangeait déjà des yeux. En elle, il n'y avait ni crainte, ni désir, ni haine, mais l'attente d'une jeune paysanne de 16 ans à qui un homme allait offrir un toit, qui ne laisserait pas passer l'eau, des enfants dont il s'occuperait et qui la ferait manger tous les jours. Malgré son désir violent, Tertullien prit soin de ne pas déchirer la robe d'Holmen. Il en ouvrit le rot et posa une bouche éperdue de sa chance sur 2 tétons dressés, durs. Holmen fut couverte par cet homme essoufflé, qui la pénétra sans même ôter son pantalon, dont il avait juste défait la braguette. Il la pénétra avec la force gourmande et vorace, inévitable d'une première fois, et l'appétit d'un homme mûr à qui une toute jeune fille donnait l'illusion que la mort n'existait pas. Que tu es douce, Holmen, avec la peau de mangue mûre, ta chafoune de canne à sucre, murmura-t-il, ivre d'un corps qui vira en ces parfums forts qu'il aimait tant. Oui, qu'il aimait les paysannes, qu'il les aimait. Voyez-vous des tendances ou des changements dans la manière dont les crises sont représentées dans la littérature haïtienne contemporaine par rapport aux œuvres plus anciennes? Au fait, je ne pense pas que j'aurai une réponse arrêtée au sujet de cette question. Et dans la mesure où c'est une question très large et qui demande euh, d'élaborer vraiment en profondeur et passer en revue les textes et auxquels je présume vous vouliez faire référence. Euh, Parce que il y a au prime abord un souci qui est important. Et vous avez parlé de littérature, de la littérature contemporaine, et vous avez noté, mentionné aussi œuvres anciennes. À quoi renvoient les œuvres anciennes dont vous avez évoqué, que vous avez évoqué, et à quoi fait référence la littérature contemporaine. Et pour moi, il est important de préciser et à quel référent euh, euh, on fait référence, excusez-moi, et ce jeu de mots, on fait référence quand on parle de contemporain. Parce que le terme contemporain, il mérite aussi qu'il soit convoqué et qu'on dise à quelle réalité, à quelles données historiques et chronologiques il renvoie dans ce contexte. Euh, Parce que là, parce qu'il pose problème. Donc là, je pense à un texte sur la question sur la question du contemporain et un texte qui aborde, il y a même le philosophe Agamben qui aborde, Giorgio Agamben qui aborde la question qu'est-ce que le contemporain, et il y a aussi euh, autant que je me rappelle, euh, l'auteur euh, qui aborde la question de la contemporanéité et sur un angle historique, vous voyez.
Et, euh, et en littérature, en fait, dans la littérature haïtienne, vous avez signalé au début l'essai Haïti littérature et décadence, étude sur la poésie de 1804 à 2010, dans lequel j'ai essayé de proposer une sorte de périodisation, une nouvelle façon une nouvelle configuration de la littérature haïtienne, mais c'est à partir des textes poétiques. Et je suis revenu sur la question dans mon travail de thèse où je parle de la question de la contemporanéité, où je fais commencer le contemporain à partir des années 80 et 80. Et ça peut même aller au-delà. Ça peut aller jusque ça peut remonter jusqu'aux années 60, parce que si l'on considère Marie-Vieux Chauvet comme étant une figure contemporaine de la littérature, mais elle ne l'est pas au même titre, par exemple, qu'une autrice comme comme Yannick Clarence ou Kate Limars ou j'ai envie de dire en contemporain et comme Gary Victor, vous voyez, et un auteur comme James Noel et des auteurs comme James Noel, Stéphane Martelly ou Guy Régis sont contemporains, mais ils ne sont pas contemporains et des auteurs précités. Donc, j'ai parlé de ultra contemporain pour faire référence à cette littérature qui a émergé et après après la période après le séisme, ce que cette littérature post-sismique dont a parlé et la chercheuse Alessia Vignoli. Donc et le contemporain, il serait arrêté et en fait, ce qu'on appelle le contemporain proprement dit, il serait arrêté à partir des années 2010, puisque 2010, ça marque un tournant, c'est une cassure à la fois dans l'histoire et la littérature haïtienne. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il y a, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a des tendances ou des changements euh, dans la manière dont les crises sont représentées? Et, euh, et à première vue, oui, parce que c'est des regards différents, vous voyez, et qui sont portés sur ces crises. Par exemple, si vous prenez le roman, par exemple, Soleil à coudre de Jean d'Amérique, qui met en scène euh, euh, cette petite fille là, cette écolière qui vit dans un deux pièces avec et sa famille, mais qui en même temps se retrouve coincé dans ce deux pièces et en même temps se retrouve j'ai envie de dire euh, à supporter la violence de cet homme et qui est capable de tout et qui non seulement lui enlève sa liberté, mais en même temps euh, prend la liberté de violenter aussi le corps de sa mère. Vous voyez, Fleur d'Orange, la petite fille, et par exemple. Donc, et alors que dans dans un autre cadre, vous prenez un roman, par exemple, comme Les Villages de Dieu, et qui se déroule aussi dans un quartier populaire. C'est pas les mêmes regards, c'est pas les mêmes. Ce sont les mêmes problèmes, effectivement, qui sont soulevés, mais avec une approche ou des approches différentes. Par exemple, euh, et le récit de Les Villages de Dieu est raconté
à travers un prisme féminin. Ce qu'on retrouve aussi et dans Soleil à coude, qui est pareil, mais c'est pas les mêmes, c'est pas les problèmes ne sont pas soulevés sous le même angle. Vous voyez, les personnages sont confrontés certes et à des difficultés et un rapport avec la violence sur leur corps, et par exemple, mais cette violence n'est pas décrite de la même manière. De la même façon, si ça c'est pour rester un peu dans l'ultra contemporain, puisque ce sont deux écrivains de quasiment quasiment de la même génération, hein. Alors que si vous prenez par exemple euh, un roman de le roman de Néhémie Pierre Daromé, Rapatrié, qui aborde entre autres la question du séisme, l'après-séisme, et aussi la question de la migration. C'est pas traité sur le même plan. Et par exemple, si vous prenez le roman de Louis-Philippe d'Alembert, Mur Méditerranée. Dans Mur Méditerranée, et il est question plutôt d'une sorte de migration qui se fait sur un autre continent. Donc c'est la migration, c'est ce qui se passe et dans la Méditerranée, qui met en scène trois personnages féminins, certes, mais trois personnages de nationalité différentes. Donc, ça aborde la migration sous un autre angle, alors que Néhémie Pierre Daromé, dans son roman, aborde plutôt la question de la migration haïtienne. Vous voyez? Donc, oui, il y a eu des changements et c'est aussi dans la façon de traiter les thématiques. Vous voyez? Donc, c'est une littérature de l'humain. Vous voyez? Et j'ai envie de dire qui se construit peu à peu aujourd'hui. Pas qu'il n'y ait pas eu de l'humain dans la littérature traitée par les auteurs précédents, mais ça a été fait différemment avec avec les matériaux. Ça a été fait avec les matériaux propres à l'époque des auteurs. Donc, voilà ce que je pourrais apporter en termes d'éléments de réponse. Ou si vous voulez, la question de la paysannerie, par exemple, dans Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, n'est pas traitée de la même manière et Yannick Larens, par exemple, dans Bain de Lune. La question écologique dans Les Arbres musiciens de Jacques-Stéphane Alexis, entre autres, où il est question euh, du dualisme qui a existé entre la religion catholique et le vaudou, où on va assister à l'arrivée, par exemple, d'une compagnie américaine, la Shada. Donc, on voit très bien que Jacques-Stéphane Alexis renvoie la question de la déforestation, la question de l'érosion, la question de la campagne anti-superstitieuse sur le dos des Américains, parce que ce sont les Américains à travers, et si on le lit bien à travers le roman, ce sont les Américains qui, à travers cette compagnie américaine, la Shada, qui était venue dans le pays pour implanter la production du caoutchouc, ils ont procédé à ce qu'on appelle à la dépossession des paysans de leurs terres. Et depuis, la question de l'érosion, la déforestation, le problème écologique a commencé.
là, on est dans les années 40, 41, vous voyez, le président Lescaut. Et si vous venez maintenant aux années 2003, 2004, vous prenez le roman de Imas Kassali, par exemple, qui aborde aussi la question de la crise écologique. Elle le fait en s'inspirant, en mettant en scène une commune, la commune de Carrefour, par exemple, et où elle met en même temps en présence le vaudou et le christianisme. Donc, il y a une sorte de dualisme, et en même temps, elle fait intervenir la rivière Grise, par exemple, le problème qu'il y a eu dans la commune de Carrefour, où on a assisté à une sorte de bidonvillisation, et aussi la question oui, la bidonvillisation de la commune, et à travers le symbole d'un arbre, le cachemire, hein, qui va être emporté par les eaux, qui va symboliser la question de la déforestation. Vous voyez, donc c'est différemment. Donc oui, il y a eu des changements dans la manière d'aborder les crises dans la littérature, et effectivement, je pense que les textes qui vont être publiés dans les années à venir, les 5-10 prochaines années, on va certainement être en mesure de voir de manière plus poussée, plus profonde, comment ces changements, ces tendances se sont manifestés. Merci, c'était avec nous de l'émission Petit Frère. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de notre saison sur la littérature en temps de crise. On vous rappelle que le podcast Terre des érudits est une initiative de l'Institut français en Haïti.